Sam Giancana était un gangster extravagant, œuvrant à l'époque où la mafia l'était elle aussi. Je pense qu'il était plus puissant qu'Al Capone. C'était un géant. On le voyait souvent au bras de chanteuses connues, et il était ami avec Frank Sinatra. Il n'était pas du genre à faire profil bas. Il aimait la grande vie. Il adorait côtoyer les stars. Il pesait des millions de dollars et avait le pouvoir de vie ou de mort. Il a tué ou a fait tuer bon nombre de gens. Il suffisait qu'il vous jette un regard froid pour avoir des palpitations. Si vous aviez affaire à lui, vous aviez des ennuis. Mais en aidant un jeune candidat à la présidence et en participant à certaines opérations de la CIA, il a marié la politique et la mafia, pour le meilleur et pour le pire. L'histoire de Sam Giancana est celle d'une traque de longue haleine menée par les plus hautes instances et qui se terminera dans un bain de sang. Sam Giancana est devenu un affranchi en travaillant auprès d'Al Capone. Il excellait comme volant. Son rôle, assurer la fuite des lieux d'un crime et semer la police. Il a vite appris comment amasser de l'argent et récolter les intérêts. Sam, tu peux me prêter 5 000 $? J'en ai vraiment besoin. Qu'est-ce que je peux te donner en gage? Il a répondu, un œil, ça ira. Ses accès de colère étaient d'une telle violence que certains membres de son entourage le considéraient comme fou. Il était violent. Mais la plupart des membres de la pègre de Chicago l'étaient. Ils vous descendaient pour un rien. À 18 ans, il est inculpé pour meurtre. Mais échappe à la condamnation. La première fois que j'ai vu Sam Giancana, j'ai vu l'arrogance, la violence, la haine et le vice que j'ai juré de combattre pendant toute ma carrière. Pour la pègre, le principal atout de Sam Giancana n'est pas sa violence, mais son don pour les affaires. C'est lui qui a terrorisé le syndicat des électriciens afin que la mafia touche une commission sur chaque machine à sous de Chicago. C'est également lui qui a dissous le réseau de jeux clandestins afro-américains en menaçant ses membres de mort. C'est entre autres grâce à lui que les casinos de Las Vegas et Cuba se sont mis à brasser des millions. En 1957, à l'âge de 49 ans, Salvador Giancana était le patron de la pègre de Chicago, l'Outfit. Sam Giancana était le chef d'organisation criminelle le plus puissant de l'histoire des États-Unis. Il avait des relations dans la police, la justice et le monde des affaires, partout à Chicago. Alors que Giancana est au sommet de sa gloire, le gouvernement commence à s'intéresser au crime organisé. Un jeune avocat s'est juré de faire tomber la mafia. Son nom, Robert Kennedy. C'est une publicité bien néfaste qui vient éclairer le monde obscur de la pègre avec la création d'un comité d'enquête sénatorial sur le crime organisé. Le Senate Labor Racket Committee a en ligne de mire le système de corruption de la mafia. À sa tête, Robert Kennedy enchaîne les interrogatoires de témoins plus ou moins directs, parmi lesquels quelques figures emblématiques du milieu. Vous avez dit « je vais lui casser le dos ». De qui vous parliez? Je sais pas, je pense que c'était une image, rien de plus. De qui vous parliez en faisant cette déclaration? Je ne me souviens pas. À qui vouliez-vous casser le dos, monsieur Hoffin? C'était une image. Je ne sais plus qui c'était. C'était digne d'un film policier. C'était très intéressant à voir. Le 9 juin 1959,
c'est Sam Giancana qui témoigne. Pouvez-vous nous dire si les gens que vous placez dans le coffre de votre véhicule vous donnent leur consentement? Il semble que ce soit une habitude chez vous. Mais il refuse de répondre aux questions de Robert Kennedy en invoquant le 5e amendement de la Constitution américaine. Le 5e amendement de la Constitution des États-Unis dit que toute personne a le droit de refuser de répondre à une question s'il estime que sa réponse peut se retourner contre lui. Giancana va citer le 5e amendement plus de 300 fois. Je refuse de répondre car ma réponse pourrait être utilisée contre moi. Frustré, Robert Kennedy multiplie les provocations à l'égard du gangster. Vous allez nous parler de vos activités ou vous allez vous contenter de vous dégonfler à chaque question posée? Je refuse de répondre car ma réponse pourrait être utilisée contre moi. Seules les petites filles se dégonflent, monsieur Giancana. Sa stratégie est simple. Giancana est connu pour ses accès d'humeur. Il essaie de le faire sortir de ses gonds. Je pense qu'il espérait que Sam Giancana s'emporte, mais visiblement ça ne l'affectait pas le moins du monde. C'est la fin du premier round d'un face-à-face qui va durer longtemps. Kennedy n'a rien pu en tirer. Et si le parrain de Chicago se sent aussi intouchable, c'est en raison de ses liens avec la famille Kennedy. Robert est le grand frère du sénateur John Kennedy, qui lorgne déjà du côté de la Maison-Blanche. Mais pour cela, il doit déjà être investi candidat du Parti démocrate. Un catholique de Boston et d'origine irlandaise a peu de chances d'emporter le suffrage dans des États protestants comme le Wisconsin et la Virginie occidentale. Le clan Kennedy doit se procurer le soutien de certains lobbies pour remporter ses primaires. Il se tourne alors vers un ami influent de la famille, Frank Sinatra. Sinatra était un grand ami des Kennedy, de la famille Kennedy, et de John en particulier. Sinatra a justement un ami qui connaît très bien les arcanes du pouvoir politique. Sam Giancana. J'ai de bonnes raisons de penser que l'élection de Virginie occidentale a été financée en partie par la mafia. Et celui qui servait d'intermédiaire était Sinatra. Pendant la campagne, Giancana a envoyé près de 50 000 $ dans cet État hautement stratégique. Des politiques locaux se sont vus offrir de nouveaux mobiliers de bureau et la chanson « High Hopes » de Sinatra, très engagé politiquement, passait en boucle sur tous les jukebox de la région. Ces efforts n'ont pas été vains, puisque John Kennedy a remporté ses primaires et a pu représenter le Parti démocrate aux élections présidentielles. Mais il reste un autre défi de taille à relever. En novembre 1960, JFK se retrouve face au vice-président Richard Nixon à la course à la Maison-Blanche. Les suffrages sont extrêmement serrés. Il se dit que celui qui remportera l'Illinois remportera la victoire. Or, la ville la plus peuplée de cet État est le terrain de chasse de Giancana, Chicago. Sam Giancana sait très bien comment faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. La mafia le fait depuis des générations. Dans cette ville, tous les membres du grand banditisme avaient des liens avec le crime organisé. Ils étaient tous véreux, sans exception. L'une des ruses consiste à faire voter plusieurs personnes dans plusieurs bureaux différents. Une autre est celle de l'électeur fantôme. On fait voter des personnes décédées. Les syndicats contrôlés par la mafia ont donné ordre de voter Kennedy.
Et on raconte même que des hommes de Giancana se rendaient dans les bureaux de vote pour intimider les électeurs. En écoutant la radio qui donnait les résultats, il devenait évident qu'il y avait eu tricherie. Le résultat n'a jamais été aussi serré depuis 1916. Kennedy bat Nixon de 0,1%. Au lendemain des élections, le sénateur Kennedy a reçu un télégramme du vice-président le félicitant pour sa victoire. L'investiture est programmée pour... Sam Giancana ne se prive pas de dire que c'est grâce à lui que Kennedy a gagné. Et bien évidemment, il s'attend à recevoir quelque chose en retour. Giancana estime qu'il a rempli sa partie du contrat. Il trouve donc légitime que Kennedy lui rende l'appareil. Sam Giancana est persuadé que JFK va faire en sorte que Bobby Kennedy ne soit plus sur son dos. Il déclare « Bobby va redevenir un gentil petit avocat. Ils m'ont promis qu'ils allaient se charger de lui. » Je suis convaincu qu'il y avait eu un arrangement préalable. Si Giancana permettait aux démocrates de remporter l'Illinois, il aurait les coups des franches. Pour lui, il ne fait aucun doute que le gouvernement s'occuperait un peu moins des affaires de l'outfit. Mais il se trompe sur toute la ligne. Robert Kennedy est nommé à la plus haute fonction judiciaire des États-Unis, celle de procureur général. J'ai eu le sentiment que nous devions privilégier les compétences avant toute autre préoccupation, quelle qu'elle soit. Dans ce cas précis, c'est ce principe que nous avons mis en application. Robert Kennedy, qui ne cache pas sa volonté d'éradiquer le crime organisé, devient donc l'équivalent du ministre de la Justice. Pour Giancana et la pègre de Chicago, c'est un choc. La dernière chose qu'ils auraient imaginée, c'était de voir Bobby Kennedy à la tête de la justice. Ça a été une douche froide. Désormais en charge du ministère de la Justice et donc du FBI, il déclare la guerre à la mafia. Je considère le crime organisé comme un grave problème menaçant directement le pays en ce moment même. Nous pouvons prendre plusieurs mesures pour endiguer ce problème. La situation a empiré de façon dramatique ces 10 dernières années. Sam Giancana fulminait littéralement à l'évocation du nom de Robert Kennedy et de sa fonction. Pour lui, le fait qu'il se retrouve à ce poste était une trahison. Mais tandis que le ministère de la Justice entrait en guerre, le mafieux tombait amoureux. Phyllis McGuire est chanteuse du trio à succès The McGuire Sisters. Elle a 29 ans, lui 52. Sam Giancana n'était donc pas qu'un bandit sanguinaire. Il n'a pas été tape à l'œil, il a été direct. C'était fort. Son regard, on aurait dit qu'il vous transperçait. Phyllis est une star, d'une beauté saisissante. Il aimait qu'on la voie à son bras. Il s'est mis à la couvrir de cadeaux, de la fourrure, des voitures, des bijoux. Il s'offrait souvent les services des plus belles escort girls, mais cette fois, c'est différent. Il commence à délaisser les affaires pour suivre Phyllis en concert à travers les États-Unis. Il va même l'accompagner dans une tournée européenne de 2 semaines. Le parrain impitoyable avait donc un talon d'Achille, un point faible que le gouvernement allait bientôt exploiter.
Pendant que Giancana coule une existence tranquille, Robert Kennedy restructure totalement le ministère de la Justice et le FBI. Il était déterminé. Il vouait une haine farouche à la mafia et au crime organisé. Il porte les effectifs de l'antenne du FBI de Chicago de 10 à 60 agents. Giancana les appelle les G-Men ou les G. Il n'a tout d'abord pas été particulièrement inquiet de voir débarquer ses Boy Scouts. Jusqu'à présent, il ne s'était pas montré brillant. Mais Robert Kennedy a changé la donne. Les agents affectés à Chicago sont d'une autre trempe. Ce sont tous des hommes ayant fait des études. Beaucoup étaient même juristes. Mais le plus gros problème pour le mafieux, c'est que ces hommes étaient tous triés sur le volet et réputés totalement incorruptibles. Contrairement aux policiers de Chicago, ils ne pouvaient pas les soudoyer. Robert Kennedy augmente également le nombre d'avocats affectés à la section crime organisé et raquettes du ministère, qui passe d'un effectif de 17 à 63. Il reconstruit totalement l'appareil judiciaire. On pourrait comparer le ministère de la Justice à un porte-avions. On ne peut pas le faire changer de cap brutalement, ni le faire s'arrêter facilement. Lui, il a réussi à lui faire prendre un virage à l'équerre, toute voile dehors. Le procureur général fonde une unité spéciale réunissant des enquêteurs hors pair. Leur rôle, coordonner toutes les agences gouvernementales dans la lutte contre le crime organisé. Il vous parlait directement, et son discours vous motivait à aller au bout de votre mission et à vous y consacrer entièrement. On avait le sentiment d'être les nouveaux incorruptibles. Désormais, Giancana est sous étroite surveillance du FBI. La vue est dégagée, les enfants sont à l'école, terminé. Son QG était un bar-restaurant de Forest Park, dans la banlieue de Chicago, l'Armory Lounge. Il pensait pouvoir y mener ses affaires sans être observé par les fédéraux. Contact visuel. Reçu fort et clair. Là encore, il se trompait. Visuel établi, je reste sur la cible. Les G-Men disposaient d'une arme qui allait causer bien du tort à la pègre, la surveillance électronique. Bobby Kennedy a décrété que le crime organisé représentait une menace pour la sécurité nationale. Grâce à cette notion, il avait accès à un certain nombre de mesures particulières, comme les écoutes sans mandat. Très vite, ce sont des centaines d'écoutes qui sont mises en place par le FBI. Les agents Romer et Hill sont affectés à la surveillance de Sam Giancana. Ils parviennent à placer des micros à l'intérieur même de l'Armory Lounge. Les G-Men ont pu l'entendre, lui et Pozzipo, un de ses associés, se plaindre de leur présence. Jamais j'aurais cru que ce serait aussi dur. Quand il a mis son frère à ce poste, tu m'as dit que ça ferait des étincelles. Mais à ce point, c'est un meurtre. Il se concentre sur certains individus. Qui ça, à l'outfit? Ouais. Parmi ces centaines d'heures d'enregistrement, ils ont entendu Tony Accardo, un ancien baron de la pègre, donner quelques conseils à Sam Giancana. Écoute, on n'est pas là pour t'embrouiller l'esprit. On veut juste te donner des conseils avisés, c'est tout. On ne cherche pas à te casser les pieds. Ils ont également enregistré Giancana en train de rappeler à son chauffeur et garde du corps, Butch Blasi, la loi du silence de la mafia, l'omerta. Il lui a rappelé ce qu'il risquait s'il parlait. Il y avait un poisson empaillé sur un mur du bar. Il l'a montré du doigt et a dit à son chauffeur «
Tu sais comment ce poisson a fini comme ça? Il a ouvert la bouche. À ce moment-là, il ne savait pas qu'il était enregistré. Mais ça ressemblait bien à une mise en garde, c'est certain. Romer et Hill, au cours de cette étroite surveillance, vont également se pencher sur le talon d'Achille de Giancana, Phyllis McGuire. Ils ont observé le couple de très près. Ils ont pris d'innombrables photos, les ont filmées en permanence. Ils ont enregistré leurs conversations 24 heures sur 24, que ce soit dans la plus stricte intimité de leur chambre ou lors de leurs déplacements à Las Vegas, au Maryland, à Pittsburgh ou à Atlantic City. Cette omniprésence du FBI commence à agacer Sam Giancana. Où qu'il aille, il ne pouvait pas faire un pas sans croiser un agent. Ce Romer, il nous a vus, il a dit bonjour Mo, et il est parti. On est sorti et qui on a vu entrer? Ce salopard de Hill. Le mafieux ne se maîtrise plus. Il se met à les insulter dès qu'il les voit. Tony Accardo le recadre rapidement afin qu'il ne commette pas un acte irréparable. Ne les traite pas de tous les noms. Ne fais pas attention à eux. Laisse-les faire et laisse-les dire. Tu n'arrêtes pas de les insulter. Mais ce sont des pauvres bougres, comme nous. Ils doivent faire leur boulot. On sait ce qu'on a à faire et on le fait. Je sais. Bobby Kennedy est en bonne voie de réussir sa mission. Mais une agence gouvernementale lui fait du tort en demandant secrètement l'aide de Giancana. La CIA. Les conséquences pour les deux parties en seront terribles. Sam Giancana, comme beaucoup de mafieux, ont un jour ou l'autre placé des billes sur l'île de Cuba, à quelques encablures de Miami. Dans ce pays exotique ravagé par la pauvreté, les touristes pouvaient en toute liberté se délester de leur argent en jouant dans des casinos tenus par la mafia. Cuba était une mine d'or pour la pègre. Il y avait beaucoup d'argent à se faire dans les casinos. Mais quand Castro est arrivé, c'était fini. Le 1er janvier 1959, Fidel Castro et ses forces rebelles, soutenues par la foule, renversent le président en place, Fulgencio Batista, un proche de la mafia. Devenu Premier ministre, Castro organise l'expropriation des entreprises étrangères. L'impact est terrible pour le gouvernement américain et la mafia. La pègre régnait sur Cuba. Elle engrangeait des sommes faramineuses sous Batista, avant que Castro arrive et les fiche à la porte. Autant dire qu'il lui en voulait. S'il se débarrassait de Castro, il pourrait revenir. La mafia n'est pas la seule à vouloir se débarrasser de Castro. La CIA le voit comme un ennemi communiste, sévissant très près des côtes américaines. Que fait la CIA? Elle se tourne vers les mafieux ayant de bons contacts à Cuba, ceux qui connaissent très bien l'île et qui savent comment empêcher quelqu'un de nuire. La CIA, considérant que l'ennemi de son ennemi est son ami, elle s'associe avec Giancana pour élaborer secrètement l'assassinat de Fidel Castro. Ils ne savaient certainement pas où ils mettaient les pieds. Ce n'était pas comme engager un tueur à gages pour exécuter quelqu'un, mais c'est ce qu'ils ont cru. Une réunion secrète se tient à l'hôtel Fontainebleau de Miami. La CIA souhaitait un assassinat dans le plus pur style d'Al Capone, dans un déluge de balles.
Mais les mafieux préféraient une méthode plus discrète. Sam Giancana voulait une approche dans la ligne de celle de la CIA, l'empoisonnement. Les services secrets ont suivi ce conseil. Mais en s'associant avec la mafia, les hommes de l'agence gouvernementale auraient dû savoir à quoi ils s'exposaient. Si vous demandez à la mafia de vous rendre un service, vous leur devez un également. Il vaut mieux éviter de devoir quoi que ce soit à la mafia. C'est une situation très inconfortable. Sam Giancana, en grand manipulateur, tourne rapidement la situation à son avantage. Puisqu'il travaille pour la CIA doit à son tour travailler pour lui. Il suspecte Phyllis McGuire de le tromper avec une autre star, Dan Rowan, à Las Vegas. Il demande à la CIA de poser des micros dans la chambre d'hôtel de ce dernier. Mais l'opération tourne mal. Les hommes chargés de poser les micros sont repérés et arrêtés par la police. La CIA craint que le lien entre eux et la mafia, ainsi que le projet d'assassinat de Castro, ne soit dévoilé. Si jamais Giancana devait comparaître en justice, il pourrait finir par révéler les projets menés en commun par la CIA et la pègre. Afin d'éviter un scandale retentissant, le directeur de la CIA, Sheffield Edwards, expose la sordide affaire dans un mémo à son homologue du FBI. Le mémo arrive dans les mains de Bobby Kennedy. Il est furieux. Il a convoqué Sheffield Edwards dans son bureau et lui a dit « La prochaine fois que vous faites quelque chose comme ça, prévenez-moi. » Cette affaire finira un jour ou l'autre par se rappeler au bon souvenir de la CIA et du mafieux. Pendant ce temps, le dispositif de surveillance de Giancana s'intensifie. Les intentions du FBI sont claires. Désormais, les filatures doivent être visibles. Les agents cherchent à provoquer le mafieux. Ils établissent une surveillance permanente et flagrante. Ils sont présents 24 heures sur 24. Ils le suivent partout en voiture. Quand il descend, ils descendent. S'il se met à marcher, ils le suivent à quelques mètres. Ils sont là pendant ses parties de golf, à l'observer en train de jouer en l'acclamant. Ils étaient comme ça. Sur le green, ils étaient derrière lui, ils le suivaient partout. Ça lui a fait littéralement sauter les plombs. Ils vont jusqu'à manger dans le même restaurant. S'il allait aux toilettes, un agent prenait place devant l'urinoir voisin, ce qui avait pour effet de lui couper l'envie. C'était du harcèlement pur et simple. Il n'allait rien en tirer de bon. Les agents parviennent au but recherché. Sam Giancana est fou de rage. Dans une écoute réalisée en juin 1963, on entend que certains de ses associés estiment qu'il devient de plus en plus dangereux pour la mafia. Qu'est-ce qu'il nous fait, Giancana? T'as entendu la dernière? Il prend pas les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'il a fait? Charlie McCarthy a dit à Romer que Moe lui a dit de dire à Kennedy de parler à Sinatra. Pour l'amour de Dieu, c'est une règle absolue. On ne balance pas. Tu es sûr qu'il est vraiment allé dire ça? Plus ou moins. Je suis tellement fer de rage que je pourrais me jeter par la fenêtre. Il faut qu'on fasse quelque chose. Les G sont en train de le rendre dingue. Sam Giancana est fou de colère. Sa réaction sidère littéralement la mafia. Il poursuit le FBI en justice. Selon lui, sa surveillance viole ses droits civiques.
son avocat engage une équipe de tournage pour filmer le dispositif de filature. Les images sont projetées dans le tribunal sur grand écran. On y voit le mafieux menant une vie respectable, jouant au golf, allant à l'église et se rendant sur la tombe de son père. Une injonction allant à l'encontre de cette surveillance est prononcée. Les agents du FBI sont contraints à prendre leur distance. Sam Giancana vient de gagner une nouvelle bataille. Mais cette victoire sera de courte durée. Afin d'échapper au regard des agents fédéraux, il séjourne chez Frank Sinatra à Palm Beach avec Phyllis, puis à Las Vegas. De leur côté, les enquêteurs enregistrent une conversation inquiétante entre deux mafieux. Kennedy, quelqu'un devrait sortir un couteau et le poignarder en plein cœur, sans rire. À l'intérieur même de la Maison Blanche. Il faut qu'on se débarrasse de ce salopard. La guerre menée par John et Bobby Kennedy contre le crime organisé attise la colère des mafieux du pays tout entier. Il devrait tuer toute la famille, la mère et le père aussi. Quelques mois plus tard, le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, est assassiné à Dallas. L'affaire va susciter l'apparition d'un chapelet de théories de complot. La rumeur disait que la mafia était impliquée d'une façon ou d'une autre dans l'assassinat de John Kennedy. Cette rumeur tend à se confirmer lorsque l'on découvre que le meurtrier de l'homme qui a tué JFK, Lee Harvey Oswald, est Jack Ruby, qui aurait eu des liens avec la mafia. Une commission d'enquête a d'ailleurs révélé que Sam Giancana aurait fait appel à ses services plusieurs fois. Malgré tout, rien ne prouve que cette rumeur soit fondée et que la mafia soit impliquée dans cet assassinat. En revanche, la mort de JFK a permis à la pègre d'obtenir ce qu'elle voulait: le départ de Bobby Kennedy du ministère de la Justice. Il était trop sous le choc pour rester en fonction. Un informateur du FBI a rapporté les propos de Sam Giancana. Ils font froid dans le dos. Robert Kennedy n'aura jamais le pouvoir que son frère avait. Dans l'année suivant la mort de JFK, Lyndon Johnson nomme un nouveau procureur général à la place de Robert Kennedy. Sam Giancana pense que la pression va diminuer. Mais le frère du président assassiné a parfaitement réussi la restructuration du ministère de la Justice et la mécanique est parfaitement huilée. Surtout, Robert Kennedy a inspiré toute une génération d'enquêteurs juristes qui sont déterminés à ne pas abandonner. David Shippers était l'un des membres de cette brigade anticriminalité organisée. Sam Giancana était toujours en activité. Il donnait l'impression que personne n'arriverait à l'arrêter. Il suffisait qu'il commette une seule erreur pour qu'on l'arrête pour un délit quelconque, mais on ne trouvait rien du tout. Le principal problème des enquêteurs, le manque de preuves. Tous les enregistrements réalisés pendant ces années de surveillance électronique, même ceux où il est question d'activités délictuelles, voire criminelles, sont irrecevables devant une cour de justice, car ils ont été réalisés sur prérogative présidentielle et non à la demande d'un juge. Mais David Shippers est déterminé à mettre Giancana hors d'état de nuire. Pour ça, il prépare un piège très bien ficelé.
D'abord, pour interroger le mafieux, il fait appel à une mesure de justice particulière, équivalent au juge d'instruction, le grand jury. Sans grand jury, nous avions perdu d'avance. Nous étions pieds et poings liés. Seul ce jury populaire a le pouvoir d'assigner un témoin à comparaître dans une affaire comme celle-ci. Si vous êtes assigné par le grand jury, vous devez vous présenter à l'audience. Vous pouvez invoquer le 5e amendement, mais vous devez être là. Ensuite, il faut empêcher Giancana de se cacher derrière le 5e amendement, afin qu'il n'élude pas les questions pouvant l'incriminer. Si ce que vous dites ne peut pas être retenu contre vous, vous ne pouvez pas invoquer le 5e amendement. D'où l'idée de l'immunité. Garantir l'immunité à un parrain de la mafia est une idée audacieuse que David Shippers a eu du mal à vendre à son supérieur direct, le procureur général. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Vous êtes fou, c'est une blague. Et vous croyez qu'il va parler. On ne voudrait pas l'immuniser si on ne pensait pas qu'il va parler. S'il ne parle pas, il va en prison. Et s'il parle, nous nous lançons dans un procès sensationnel qui va mettre la mafia à genoux. » Le piège est tendu. Sam Giancana va-t-il s'y laisser prendre? En décembre 1964, le grand jury fédéral est constitué. Afin de faire monter la pression, David Shippers interroge plusieurs de ses associés dans le plus grand secret. Giancana n'a aucun moyen de savoir s'ils ont parlé ou non. Ensuite, afin de pousser encore le mafieux un peu plus à bout, David Shippers choisit d'exploiter le point faible de Giancana, Phyllis McGuire. Nous avons convoqué Phyllis McGuire pour la faire témoigner. Je me suis dit qu'on allait juste lui poser quelques questions au sujet de sa relation avec Sam Giancana, mais sans chercher à l'embarrasser outre mesure. Mais c'était la clé de notre stratégie. La chanteuse paraît troublée. L'interrogatoire a eu lieu à huis clos. Impossible de savoir si elle a parlé ou si elle a invoqué le 5e amendement. Et le fait que Sam Giancana ne le sache pas non plus attise sa paranoïa. Il a déclaré la semaine dernière qu'il était en colère contre vous. Vous lui avez parlé? Sans commentaire. On a appris que Sam Giancana était à 2 doigts de se suicider. Est-ce que ça signifie que c'est la fin de votre relation? Sans commentaire. Il s'est dit, si elle a parlé, je suis dans le pétrin. Afin de déstabiliser un peu plus le parrain de Chicago, David Shippers a prévu son audition juste après celle de sa compagne. J'avais avec moi la transcription d'un témoignage dans une autre affaire. Le dossier faisait une 30aine de pages. J'ai demandé à l'huissier d'écrire sur la couverture « Témoignage de Phyllis McGuire » et je l'ai bien laissé en vue. David Shippers réussit à amener Sam Giancana là où il le voulait, à la barre des témoins. Le parrain pensait connaître les règles du jeu. Il comptait déjà invoquer le 5e amendement à chaque question et rentrer tranquillement chez lui. Mais David Shippers les maîtrise encore mieux. Je revois le juge lui dire « Monsieur Giancana, si vous avez été verbalisé pour avoir franchi un feu rouge en venant à cette audience, n'en tenez pas compte. Vous êtes immunisé pour tous les faits antérieurs à cet instant. » Cette immunité empêche le mafieux d'invoquer le 5e amendement. Quand le juge lui a dit qu'il était immunisé et que de fait, il avait l'obligation légale de parler, il était médusé. Sam Giancana reconnaît bien là les méthodes de l'un de ses adversaires les plus farouches. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu es un des gars de Bobby, toi ?»« Oui, monsieur. » Giancana est coincé. S'il parle et qu'il ment, il se rend coupable de parjure. S'il dit la vérité, la mafia le fera certainement exécuter.
Il délivre son identité et son adresse, puis invoque le 5e amendement. Le piège se referme. Sam Giancana, le parrain de l'Outfit, la terrible mafia de Chicago, en refusant de répondre au grand jury, se retrouve directement en prison. Il était totalement sidéré. Il n'en revenait pas. Je crois qu'il ne l'avait vraiment pas vu venir. Le juge déclare à Giancana qu'il a la clé de sa propre cellule. Il sera remis en liberté s'il décide de répondre aux questions du grand jury. Mais comme le veut l'omerta, il doit garder le silence. Pour la première fois depuis 20 ans, le mafieux va passer la nuit derrière les barreaux. Ça a secoué l'univers du crime organisé à travers tout le pays. Mais la guerre n'était pas terminée pour autant. La détention de Giancana ne peut durer qu'1 an. Le soir où il est remis en liberté, en mai 1966, une fête est organisée. Mais très peu de mafieux se rendent à cette soirée. La vieille garde de l'Outfit estime que son tempérament impulsif n'est pas très bon pour les affaires. Ils offrent une seconde victoire au FBI en l'écartant des activités de la mafia et en l'expulsant de Chicago purement et simplement. Giancana part se réfugier à Cuernavaca au Mexique. Au fil des ans, il finit par se construire une nouvelle vie. Cette fois, il peut se déplacer sans être suivi par les G-Men. Il reprend l'activité qu'il connaît le mieux, faire de l'argent. Au milieu des années 60, la NASA s'apprête à envoyer un homme sur la Lune. Giancana, lui, installe des casinos à bord des paquebots dans les Caraïbes. Pendant que les États-Unis s'enlisent au Vietnam, Giancana fait des affaires sur le plan international avec le Guatemala et le Shah d'Iran. En 1968, son vieil adversaire, Robert Kennedy, est candidat à la présidence. Mais pendant la campagne, il est abattu. Malgré une petite intervention chirurgicale dans les années 70, l'ancien mafieux coule des jours paisibles. Tout à coup, un épisode de sa vie surgit du passé et vient le frapper de plein fouet. Ses liens avec la CIA. En janvier 1975, une commission du Sénat enquête sur des opérations illégales menées par la CIA, et notamment sur la tentative d'assassinat de Castro. Le sénateur Church, qui la dirige, croit rêver. Il est intolérable qu'une agence gouvernementale des États-Unis puisse être liée à une affaire de meurtre. Le comité s'intéresse de près à la participation de certains mafieux lors de l'élaboration de l'assassinat de Fidel Castro. Bien que faisant profil bas au Mexique, Giancana est interpellé, reconduit aux États-Unis et appelé à témoigner. Les médias l'attendent. Pourquoi avez-vous quitté le Mexique? Pourquoi? J'en sais rien. Quels sont vos projets pour l'avenir? Les projets d'avenir de l'ancien parrain sont de retrouver sa position au sein de la mafia de Chicago.
Une fois de retour en Illinois, il a fait savoir à tout le monde qu'il était de retour et qu'il était décidé à reprendre sa place. Mais une nouvelle génération s'est emparée de l'outfit. Giancana a fait figure de dinosaure. À cette époque, beaucoup de ses rivaux étaient soit enfermés, soit morts, parce qu'on les avait fait parler. Refoulé par ses pairs, il reçoit ensuite une citation à comparaître devant le comité du Sénat. Il ne peut pas y échapper. Il est convoqué à Washington, D.C. le 24 juin 1975. Mais il ne s'y présentera pas. Cinq jours avant, et 4 jours après son 67e anniversaire, Sam Giancana est à son domicile à Chicago. Il est en train de faire la cuisine. Les patrouilles de police ne remarquent rien d'anormal. Des problèmes cardiaques l'empêchent de manger épicé. Le chorizo qu'il est en train de découper doit être destiné à quelqu'un d'autre. Manifestement à quelqu'un de confiance. Un ami peut-être. Mais la mafia ne peut plus rester sans rien faire. La façon dont Sam Giancana est assassiné indique que l'on voulait lui faire garder le silence. Il a reçu plusieurs balles dans la bouche. Le message paraît relativement clair. Il ne fallait pas qu'il parle. C'est intéressant de voir que quelqu'un d'aussi puissant ait été exécuté. Ça a dû être une décision venant de très haut dans l'organigramme de la mafia. La carrière de Sam Giancana aura duré plus de 50 ans. Il aura vécu l'apogée du crime organisé aux États-Unis. Dans les années qui ont suivi la mort de Giancana, l'aspect faussement glamour de la mafia s'est estompé. La plupart des gens ont réalisé que ses membres étaient des criminels. On ne verra plus jamais de parrain de la mafia associé de près ou de loin à un homme politique ou à une star du show business. Le FBI et le ministère de la Justice américain viennent de porter un premier coup terrible à la pègre.